Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, avec les légères extinctions de voix typiques des semaines de rentrée, ça ne va pas nous empêcher de discuter aujourd'hui avec Stéphanie Sauget et Manuel Charpie, qui dirigent ensemble un beau numéro de la revue d'histoire du 19e siècle, consacré au lien entre histoire et archéologie du contemporain. Vous retrouvez toutes les informations citées dans le podcast sur le site paroledhistoire.fr ainsi que la boutique en ligne. Vous nous retrouvez également sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Bonne écoute et merci. Je suis avec Stéphanie Sauget, qui est professeure à l'Université de Tours. Bonjour. Bonjour. Et Manuel Charpie, chargé de recherche au CNRS. Bonjour. Qui ont dirigé ensemble un beau numéro de la revue d'histoire du 19e siècle qui s'intitule Histoire et archéologie, que faire du 19e siècle avec des articles dans lesquels historiens, historiennes, archéologues ont travaillé ensemble pour proposer une relecture du 19e et questionner finalement ce qu'apporte l'archéologie à l'histoire du 19e. Alors j'aimerais commencer par là. Est-ce que on peut donner peut-être un exemple pour ceux et celles qui nous écoutent de ces apports, puisque spontanément, quand on pense à l'archéologie, on imagine plutôt l'Égypte, la Grèce antique, Rome, voire le Moyen-Âge, mais le 19e n'est pas ce qui vient en premier lieu à l'esprit. Est-ce qu'il y a un exemple qu'on pourrait donner pour illustrer la valeur de ces approches ? On peut effectivement en donner un qui figure dans le numéro pour que ceux qui ont envie d'aller plus loin et approfondir l'exemple puissent le faire. Alors on signale que le numéro il est accessible notamment sur le portail Cairn, et puis auprès de la revue d'histoire 19e et dans beaucoup de bibliothèques également. Oui, cet exemple me vient parce que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on a eu envie de faire ce numéro. Les archéologues ont fouillé dans les années 2010 un cimetière oublié au nord de Marseille. Et les fouilles, enfin le diagnostic d'abord et ensuite les fouilles préventives, ont permis véritablement d'exhumer un cimetière qui avait été oublié par les habitants, qui se souvenaient plus du tout de l'existence de ce lieu de sépulture, et un cimetière qui avait été actif de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au les premières années du XXe siècle, donc un pur objet 19e. Et alors l'intérêt c'est évidemment de retrouver un lieu oublié, perdu. C'est aussi, évidemment, dès qu'on trouve ce lieu dans les archives papier que les historiens ont l'habitude de trouver, on retrouve la trace de cimetière, on retrouve ses formes, mais l'archéologie va plus loin d'une certaine manière parce qu'elle nous permet, et l'archéologue qui rédige le papier le dit très bien, de mesurer un peu les écarts à la norme funéraire de l'époque, parce que le 19e siècle est un grand siècle de transition funéraire et de normalisation. On exclut les morts des villes, on exclut les morts des édifices religieux, on tente d'hygiéniser le rapport à la mort. Absolument. Et finalement, l'étude archéologique du cimetière montre que c'est plus compliqué en pratique. Voilà. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des textes normatifs, on a des codes funéraires, on a des connaissances également grâce aux archives judiciaires, d'exhumation qui nous donnent une petite idée de ce qui se passe sous le sol. Mais de fait, l'archéologue et l'archéologie est l'unique moyen de véritablement mesurer un peu quels étaient les usages véritablement du cimetière, les pratiques enfouies et souterraines. Et là, c'est juste un exemple d'archéologie enfouie ou souterraine, parce que dans le cas du 19e siècle, il n'y a pas que de l'enfoui ou du souterrain. Alors peut-être qu'on peut rebondir là-dessus, parce que c'est un des points qui ressort de l'introduction que vous avez rédigée à ce numéro. Ce sont ces paradoxes du 19e qui est omniprésent du point de vue des objets, des monuments, des brocantes qui débordent de bibelots, de photographies du 19e. Autrement dit, l'archéologie du 19e, ce n'est pas que de l'enfoui, ce n'est pas que de l'excavation, loin de là, c'est aussi l'existant, et l'existant parfois transformé, retravaillé, réapproprié par le présent, ou alors parfois qui semble miraculeusement préservé. Je pense à ces musées comme le musée Nissim de Camondo ou le musée la maison de Claude Monet ou de Chateaubriand qui semblent figés dans un 19e éternel, des choses en fait dont la temporalité est plus complexe. Donc est-ce que travailler sur le 19e ça aboutit peut-être à reformuler ce que peut être l'acte archéologique au-delà de la fouille ? Manuel Charpie ? Oui, et en même temps on a essayé de se tenir quand même à être assez proche de l'archéologie de l'enfoui. Alors il n'y a pas que ça dans le numéro du tout, mais parce qu'en même temps on voit que du coup si la frontière est trop lâche, tout devient archéologie, voilà. Donc on n'a pas par exemple pas publié d'articles sur l'archéologie du bâti, des immeubles parisiens par exemple, alors qu'il y a toute une archéologie évidemment à faire. Là, c'était vraiment de se dire quand les archéologues, au sens vraiment ceux qui fouillent, s'approchent du terrain. Alors, c'est pas que ça les articles, mais on a essayé de voir ça. Ça pose des questions de méthode en fait, avant tout. Je vais juste prendre un exemple. J'étais assez
amusé et heureux à la lecture de l'article de Daniel Sawyers, qui est un archéologue américain, qui a travaillé sur le Grand Marais lugubre, qui est entre la Virginie et la Caroline du Nord, qui est un lieu de marronnage où se réfugiaient les esclaves ayant fui, et il construit toute une démonstration qui est d'ailleurs, je pense, tout à fait discutable à plein de points de vue, à partir de tout petits morceaux de silex, avec en gros cette idée que c'était un espace qui avait un marais donc qui était occupé par les communautés indiennes, qui ont importé dans cet espace des grands silex taillés, et que ces esclaves réfugiés après au 19e siècle ont retaillé ces silex parce qu'il n'y avait pas d'autres ressources et parce qu'ils vivaient dans un monde, enfin lui en déduit qu'ils vivaient dans un monde complètement clos. Et en vase clos pour se protéger, pour être invisibles au reste de la société, puisqu'ils étaient en fuite. Et donc là, il analyse de façon très qui est assez marrant, c'est même des silex taillés, donc c'est vraiment l'archéologie comme on se l'imagine. Ces tout petits silex taillés qui sont retaillés dans d'anciens silex, comme des indices de toute une organisation politique, de toute une manière d'être invisible au reste de la société. Une praxis sociale, en lutte, en dissidence envers le monde extérieur. Alors voilà, lui on fait une lecture après très très politique, qu'on peut accepter ou pas, mais en tout cas, il y a un fait dans une pratique qui est identifié et qui, pour le coup, est quasiment impossible à documenter autrement. C'était ça aussi qui nous a intéressé, c'était de voir les écarts que ça crée. Et il y a un peu deux choses, moi j'ai l'impression, qui reviennent dans le numéro. Il y a soit des manières de documenter comme ça des pratiques invisibles, avec tout ce que ça pose comme difficulté d'interprétation. Et puis aussi, Stéphanie l'a dit, ces objets obligent à revisiter les archives autrement, à bousculer un peu les lectures qu'on pouvait avoir. C'est vrai effectivement sur les pratiques funéraires. C'est vrai, je pense à un article de Jean-Baptiste Koulibaly sur les razzias en pays touzian. Là, je m'excuse auprès des Burkinabés et des africanistes. Je ne sais pas si on dit Touzian ou Touziane, mais Touzian, on va dire. Donc au Burkina Faso, qui est une région qui a été razziée par à peu près toutes les organisations politiques, on va dire, autour, tous les royaumes autour. Et là, en travaillant sur les lieux, on revient sur l'histoire qui a déjà été écrite. On confronte ça, Jean-Baptiste Koulibaly confronte ça aux mémoires et aux collectes orales réalisées par des missionnaires au début du XXe siècle. Donc il y a toute une manière de revisiter les choses, de repenser la mémoire aussi, on y reviendra sans doute. Mais donc c'est un peu, j'ai l'impression, les deux éléments qui se sont petit à petit dégagés. Et sans doute, on pourrait presque y avoir une suite à ce numéro sur comment ces méthodes archéologiques peuvent s'appliquer effectivement à ce qui n'est pas enfoui. Alors, ce qui n'est pas enfoui, c'est aussi ce sur quoi vous aviez chacune travaillé auparavant. Peut-être qu'on peut dire un mot de ce parcours qui vous a amené à ce type de questionnement, puisque vous avez travaillé plutôt sur les gares, donc le bâti, Stéphanie Sauget, Manuel Charpie sur les objets, la présence des objets dans le monde de la bourgeoisie française du 19e siècle. Donc, vous aviez de chaque côté une curiosité pour ce qu'on appelle la culture matérielle. Alors, de mon côté, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire spatial. Dans mes études antérieures, j'avais fait une maîtrise, comme on disait alors, en histoire médiévale, où je croisais histoire et archéologie. Et donc j'avais suivi des cours au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye, auprès de Patrick Perrin. Et j'avais été à la fois refroidie par les débats sans fin sur la naissance des villages et les trous de poteaux pour lesquels, enfin, à mon avis, on n'arrivait à rien du tout. Et en même temps, assez fascinée par cette démarche, ce type d'enquête, cette approche par le terrain, par la stratigraphie. C'est une autre façon d'approcher les lieux. Et puis oui, effectivement, moi, ce qui m'intéresse au 19e siècle, c'est les mutations de l'espace, les lieux nouveaux qui surgissent et qu'on imagine, comme les gares de chemin de fer. Voilà, qu'est-ce que mais c'est ? Du coup, des lieux nouveaux qui réemploient aussi l'ancien, qui s'insèrent dans des espaces anciens, repensés, réimaginés. Oui, c'était ma grande question pendant la thèse. Comment est-ce qu'on imagine du neuf ? Comment est-ce qu'on fait du neuf ? Et dans le vocabulaire, c'était intéressant de voir que gare, c'était emprunté au vocabulaire fluvial, qu'on parle de voie aussi. Donc il y a des choses qui viennent évidemment, c'est les remplois de transports fluviaux. Et puis il y a des emprunts aux langues étrangères, le rail,
les railways, les wagons. Enfin voilà, tout ça, ça m'intéressait. Et puis bon, c'est vrai que j'ai des objets très divers, d'enquêtes très divers, mais le point commun, c'est tout de même l'imaginaire de l'espace. Et quand on entend imaginaire, souvent on pense fantasme absolument déconnecté de la matière, du lieu, et ça j'y crois pas. Donc je pense qu'il faut revenir véritablement au terrain, au site. On parle beaucoup de sites dans le cadre d'archéologie. Et voilà, ça comptait beaucoup pour moi ce numéro parce qu'effectivement je pense qu'il y a quelque chose dans nos approches historiennes qui nous relie aussi à des terrains et à des sites. J'en profite pour faire une incise pour dire qu'en ce moment sort un livre de Nicolas Offenstadt qui s'appelle Urbex RDA, où il revient sur un ouvrage qu'il avait déjà publié l'an dernier sur le pays disparu, sur ce que l'exploration urbaine peut dire du passé, comment on peut approcher par là une réalité passée, mesurer aussi les traces qui restent, etc. Bon, c'est une approche qui est différente de celle qui est dans ce numéro, mais qui est aussi très très intéressante, donc petit clin d'œil au passage. De votre côté, Marie Charpie, vous avez travaillé beaucoup sur les objets, sur la photographie, sur des éléments matériels plutôt présents à l'intérieur des demeures. Oui, et en même temps, quand Stéphanie m'a proposé qu'on fasse ce numéro, j'ai tout de suite dit oui, je crois, si je me souviens bien, parce que j'ai un peu effectivement pataugé, si on me passe l'expression, dans des milliers, des dizaines de milliers, j'ai ce sentiment d'objets du 19e siècle. Alors, avec une logique de site, comme le disait Stéphanie, c'est-à-dire j'ai travaillé en gros sur les intérieurs parisiens, donc quelque chose de très localisé. J'ai beaucoup travaillé sur la géographie urbaine en même temps, etc. Et en même temps, en allant assez peu dans ces intérieurs, pour des questions d'origine sociale, mais aussi des questions pratiques. Et donc plutôt essayer de documenter ces espaces par les objets, par la disposition des objets. Et j'ai appelé ça, le travail là s'appelait le théâtre des objets, c'était de se dire, les objets ont une organisation spatiale, à la fois selon les pièces où ils sont positionnés, leur place dans chaque pièce, etc. Leur hiérarchie, positionner un portrait sur une cheminée, c'est pas la même chose que dans une alcôve. Dans la chambre, et puis le type de portrait, est-ce qu'on peut mettre des photos dans le salon, etc. Donc essayer d'être le plus précis possible sur les objets, et de là, réussir à en donner à reconstituer, pour dire la chose simplement, des pratiques sociales. Et donc c'était finalement une logique assez archéologique de se dire, on part des objets, les archives servent à identifier les objets, puis à partir des objets, on essaie de déduire, d'enquêter sur les pratiques sociales, puisque c'est finalement ce qui m'intéresse principalement. Et donc voilà, donc j'ai travaillé sur tous ces objets-là. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus cette thèse, en fait, c'est construite avec une espèce d'imaginaire justement très fort d'un espace fermé auquel j'ai jamais eu accès, qui est la collection des objets détenus par les archives de Paris et par l'INPI, qui sont tous les objets qui étaient déposés par les industriels pour se protéger commercialement, et pour plein de raisons administrativo-techniques, on va dire. C'est un fonds qui commence juste à être accessible. Mais j'avais cette idée de travailler sur tous ces objets déposés, donc aussi d'être confronté aux objets réels, c'est-à-dire aux objets quotidiens réels, puisque vous le savez, en fait, il n'y a rien de plus difficile que de trouver des objets ordinaires. Les musées s'y intéressent pas. Quand ils en ont, ils sont dans les réserves et les musées veulent pas les sortir. Donc c'est finalement des objets difficiles à trouver. Vous le disiez, c'est plus simple d'aller chez les antiquaires ou dans les vides-greniers. Et voilà. Et donc, mais il y avait cette idée d'être en lien avec l'objet, de pouvoir le toucher, le mesurer, etc. Et l'archéologie, quand même, c'est ce lien très fort physique aux objets. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où sort donc ce numéro, on a enfin accès à ces fonds d'objets, notamment l'INPI, qu'on est en ce moment en train d'ouvrir les boîtes dans lesquelles sont conservés ces objets, et on est confronté aux objets, à ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en dire. C'est un accès empêché pourquoi ? Pour des raisons légales ? Pour des raisons, non, pas tant légales, pour des raisons plutôt de manque de personnel, pour dire la chose simplement, et puis pas de priorité, c'est-à-dire que comme c'est conservé dans des lieux d'archives, les archivistes avaient déjà énormément de fonds d'archives papier à traiter. C'est pas leur culture professionnelle. Voilà. Et il y a tous ces fonds d'objets dont on ne sait pas trop que faire, qui seront jamais vraiment communicables au public. D'accord, un nouveau gisement documentaire presque qui est en train de s'ouvrir. Colossal, qui s'ouvre tout doucement. Il va falloir trouver du monde pour s'en occuper. Donc on peut dire aux doctorants, masterants qui nous écoutent. Il y a des choses à faire de ce côté-là.
et c'est un fonds d'objets ordinaire, vraiment. Mais du coup, c'est sûr qu'il y aura des choses à faire en termes de confrontation avec les recherches archéologiques. On avait fait une sorte de journée préparatoire à ce numéro où Gilles Bélan était venu parler des liens aussi avec les catalogues de vente par correspondance, toute la documentation qu'on peut trouver commerciale sur ces objets. Et c'est vrai que là, il y a tout un tas de correspondances à tisser, à construire. Et encore une fois, je pense qu'il ramène, et c'est la force de l'archéologie, je pense, aux pratiques sociales. Alors ça m'amène à un point de comparaison avec l'archéologie entendue dans son sens classique, qui elle-même a fait ce type de trajet du bel objet à l'objet ordinaire. Pendant longtemps, lorsque au 18e ou 19e, on fouillait ou on excavait, c'était pour trouver une pièce de collection qui allait dans un cabinet de curiosité d'un collectionneur ou d'un riche seigneur que ça intéressait. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que l'humble tesson de poterie qui finissait avant dans les remblais, bien lui-même avait des choses à dire, qu'on pouvait l'interroger, et il a acquis une dignité scientifique. D'une certaine manière, pour le 19e siècle, c'est le même type de questions qu'on est amené à poser, c'est-à-dire pas seulement la recherche de la belle pièce qui va venir orner un intérieur de 2019 venant du 19e siècle, mais finalement une interrogation d'objets humbles qui du coup permet aussi de faire de l'histoire sociale. Oui, et en même temps, je pense que c'est une des limites de l'archéologie actuelle. Enfin, je devrais peut-être pas le formuler ainsi, mais notre numéro s'appelle Histoire et archéologie. Que faire du 19e siècle, de la couche, c'était même posé comme ça, de la couche 19e. C'est vrai que le 19e siècle, c'est le banal, c'est le familier, c'est le sériel aussi, c'est l'anecdotique. Et il demeure malgré tout dans l'envie des archéologues, enfin peut-être pas tous, hein, je veux pas faire de généralisation hâtive, mais il y a quand même une forme de fascination qui se comprend et qui est légitime pour le rare, pour l'exemplaire, pour le remarquable. C'est rarement le cas d'objets, de sites du 19e siècle. Et c'était un des enjeux aussi de la discussion avec des archéologues. Je reviens sur ce point-là, ni Manuel ni moi ne sont spécialistes, nous ne sommes ni l'un ni l'autre des spécialistes de l'archéologie. Et moi non plus, hein, donc, voilà, trois historiens, et donc on va essayer de ne pas dire trop de bêtises oui, sur l'archéologie. Voilà, déjà que les archéologues qui éventuellement nous écouteraient soient indulgents. La première démarche, ça a été de faire un appel à communication pour essayer de rencontrer des archéologues désireux de nouer un dialogue aussi avec les historiens pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Et on leur a posé des questions un peu bêtes, dont qu'est-ce que vous faites de la couche 19e, avec cette idée un peu préconçue aujourd'hui, on peut le dire comme ça, et pas entièrement, que ils allaient un peu vite décaper le 19e pour aller chercher le plus enfoui, le plus rare, le plus exceptionnel. Notamment lors de fouilles dites préventives, hein, où on doit aller relativement vite, donc du coup, voilà. La couche 19e, on l'évacue, ça finit dans des remblais, le pot de moutarde 19e finit dans le remblai, et puis on va aller voir s'il y a du mérovingien, s'il y a du gallo-romain, et à ce moment-là, là, on prend peut-être plus le temps. On caricature peut-être en disant ça, mais... Comme on caricature, on va juste rappeler que maintenant, ils sont absolument obligés de tout documenter, donc ils évacuent pas tout de suite. Ça vient dans un second temps. Et ensuite que si même ces objets récents ou ces stratigraphies récentes permettent de dater, d'être un marqueur temporel. Donc il n'y a pas une évacuation totale. Cela dit, les fouilles qui consacrent du temps véritablement au diagnostic, et puis pas vraiment la question du diagnostic, mais c'est ensuite les fouilles en elles-mêmes qui s'attardent sur la couche 19e, sont pas nombreuses. Peu nombreuses, mais elles existent. Et alors elles existent en particulier depuis la fin des années 70, les années 80, c'est ce que vous rappelez aussi dans votre introduction. On peut peut-être faire un petit peu l'histoire de la discipline et des croisements entre disciplines, puisque vous montrez que plusieurs types d'acteurs ont joué un rôle dans la constitution du 19e comme question archéologique. Il y a eu les architectes et historiens de l'art qui sont habitués à faire des relevés de façades haussmanniennes par exemple, et puis il y a eu des archéologues, y compris des archéologues de l'Antiquité, notamment Philippe Bruneau qui en 1977 à Paris 4, si je vous suis, a fondé un centre d'archéologie générale. J'ai appris en vous lisant que jusqu'à cette époque, il y avait une date butoir qui était de 800 après Jésus-Christ, et que après cette date, on considérait que c'était pas archéologique. Et du coup, lui et son équipe auraient œuvré pour lever finalement ce verrou chronologique, et pour que l'archéologie finalement ne soit plus datable uniquement dans les périodes reculées, mais finalement puisse tout couvrir. Et dans les années 90, il y a eu ensuite une revue, la revue Ramage, revue d'archéologie moderne et générale,
Cette revue Ramage qu'on peut trouver en ligne d'ailleurs, qui propose toute une série de questionnements, dont ceux sur le 19e siècle. Donc il y a eu cette phase qui a permis que ce dialogue commence à se nouer au début des années 80 finalement. Oui, les archéologues se sont intéressés à la question de ces nouveaux chantiers de manière plus précoce que nous, historiens. De fait, c'était aussi pour légitimer et justifier l'émergence d'un nouveau laboratoire. Ce qui fait que quand on lit les archéologues entre eux, on voit bien quand même que il y a des tensions. J'avais relevé un archéologue médiéviste qui, avec un peu de mauvaise foi peut-être, parlait de l'isolement et du provincialisme d'une part de l'archéologie française, qui considérait que on en faisait peut-être un peu trop autour de cette archéologie moderne et contemporaine. Alors ça, c'est, on va dire quand même, les dates qu'on a reprises, c'est les dates qui sont en général données par ceux qui se sont intéressés avant nous. On n'est pas du tout pionniers en la matière, pour essayer de dater un peu l'émergence de ces nouvelles fouilles, en tout cas de cet intérêt des archéologues français pour le 19e et le 20e siècle. Un peu en retard quand même en France. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles les archéologues médiévistes disent qu'on est quand même très provincialiste. C'est vrai que ailleurs en Europe, et puis plus largement dans les pays outre-Atlantiques, dans les pays qu'on appelle pays neufs. Les pays neufs, puisque là, évidemment, l'archéologie du plus ancien, c'est finalement l'archéologie récente. C'est l'archéologie du 18e, du 19e, donc pour le Brésil, pour les États-Unis, dont vous avez parlé à propos du grand marais lugubre. Là, il y a des fouilles qui apportent beaucoup de choses qui sont peut-être plus intégrées spontanément à la recherche historique. Oui, puis par exemple, si on prend l'exemple de Daniel Sawyers, il a fait aussi un travail énorme avec toute une équipe. Enfin, c'est pour dire qu'il y a tout un monde d'archéologues qui travaillent sur l'histoire de l'agriculture aux États-Unis, et une grande partie de ses travaux portent sur le 18e et le 19e siècle, où on va fouiller effectivement des trous de poteaux, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, mais pour reconstituer les transformations du paysage. Et on sait la place que tout ça a dans l'imaginaire américain, la manière d'enclore, de cultiver, de transformer, etc. Donc là, il y a un travail très très fort qui est fait même sur les graines, etc. Ce qu'on fait énormément en Europe, mais sur des périodes plutôt anciennes. Et ça rejoint toute cette archéologie de l'agriculture, on va dire, 19e siècle, effectivement. Dans ces années 80, on va dire, où les choses se recomposent, toute l'archéologie industrielle qui a joué un rôle aussi, mais qui a joué un rôle vraiment important. Il y a un article de Thierry Bonneau consacré à une poubelle, on va dire, aux déchets industriels. Il y a eu tout un tas de travaux. Alors d'abord plutôt sur l'archéologie industrielle, c'était d'abord sauvegarder des structures de production. Oui, dans une démarche aussi patrimoniale pour dire qu'il fallait pas raser des puits. Voilà. Et puis, je pense que tout le monde a ça en tête, c'est à la fois des grandes structures industrielles qui étaient en phase de désindustrialisation, et en même temps, avec les associations locales, le petit moulin à eau du coin, du hameau, etc. Et du coup, avec aussi tout un réseau de musées locaux, des écomusées qui ont préservé de l'artisanat local. Ça passe aussi par là, cette préservation. Et c'est ce qu'analyse très bien Thierry Bonneau, à la fois dans cet article et puis un peu dans tous ses travaux. C'est effectivement ce maillage local d'écomusées, et puis soit de personnes qui ont pu travailler dans ces univers-là ou qui ont grandi à côté, qui vont se mettre à collectionner des objets et à les documenter, finalement à construire un savoir, une mémoire, mais aussi un savoir sur ces objets. Et donc évidemment, l'archéologie industrielle a joué un rôle. Aujourd'hui encore, je pense que toute l'archéologie rurale documente tout un tas de pratiques sur la place des animaux dans la transformation de l'agriculture, enfin. Mais donc tout ce courant a joué un rôle, mais c'est vrai qu'on vous l'avait dit, c'était quand même d'abord une question de patrimoine avant d'être une approche archéologique. C'est souvent une histoire qui a quand même parfois, on va dire, en tout cas pas souvent, mais parfois a pu évacuer un peu le monde ouvrier en même temps, c'est une logique de patrimoine un peu sec, un peu vide, et que les pratiques d'archéologie ramènent, c'est ce que montre Thierry Bonneau, ramènent des gestes, enfin des interrogations en tout cas, encore une fois, sur les pratiques, sur les gestes, sur comment s'organiser concrètement au quotidien le travail. Thierry Bonneau montre comment, grâce à ces tessons, il voit comment se réorganise la place du mouleur et la place du tourneur dans cette usine qui fabrique des bouteilles, des vases, des pots. Donc voilà, des choses
retourne vers du social très, très précis, qui était pas exactement, à mon sens, en tout cas je crois, la logique de l'archéologie industrielle dans ses débuts. Ni la logique de l'histoire sociale, si on revient du côté des historiens, puisque si on pense à un livre qui a été quand même un livre important, l'histoire des choses banales de Daniel Roche, qui aborde beaucoup d'objets, mais qui les aborde plutôt du côté de l'écrit, des inventaires après décès, c'est des objets qu'on liste, qu'on répertorie, mais dont on ne voit presque pas finalement les usages sociaux, et du coup l'archéologie elle a cet intérêt de contrebalancer ces études formées à partir d'inventaires, de listes, de l'objet qu'on a, pour voir l'objet dont on se sert. Oui, pour réintroduire à la fois, en même temps les usages sociaux et la vie des objets, ce qu'on appelle la vie des objets, c'est-à-dire tous ces temps de vie et ces usages, ces reconfigurations d'usages. Certains auteurs parlent même de biographie d'objets. Voilà, alors c'est un article programmatique qui a eu un succès énorme, alors qui est essentiellement programmatique, mais c'est-à-dire que c'est un programme que tout le monde reprend, mais qui est un peu compliqué à mettre en place. Mais pour le coup, quand on fait de l'archéologie, la vie des objets est réelle et beaucoup plus, dans un sens logique et facile à faire que quand on est à partir de sources papier, surtout si on travaille sur les objets ordinaires. Mais effectivement, l'archéologie ramène ça, c'est-à-dire de plus être dans l'avoir, dans la liste effectivement de l'inventaire après décès, mais d'être obligé tout de suite de se poser des questions de qu'est-ce qu'on a fait avec ces objets, pourquoi ils ont terminé là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent là. Donc ça peut être aussi on n'en a pas parlé encore, mais toute l'archéologie des catastrophes amène aussi à reconstruire des séquences historiques à partir des traces qu'il en reste. Alors, catastrophe bien particulière, la Première Guerre mondiale, elle a joué aussi un rôle dans l'émergence de ces questionnements, parce qu'en 1991, une tombe collective était fouillée à Saint-Rémy-la-Calonne, où on a trouvé notamment le corps de l'écrivain Alain Fournier, avec d'autres camarades inhumés, et ça a été un vrai point de départ pour l'archéologie, pas seulement funéraire d'ailleurs de la Grande Guerre, qui depuis est devenu un sous-champ à part entière, on va d'ailleurs peut-être laisser de côté, mais à propos de cet exemple, à partir de cet exemple, j'aimerais vous interroger sur les problèmes aussi spécifiques que pose la fouille de terrains, notamment funéraires récents. Il en est question dans l'article sur le cimetière, Stéphanie, que vous évoquiez au début. Ce n'est pas évident pour des archéologues de fouiller des terrains avec des gens morts il y a 120 ans ou 130 ans. Ça pose des problèmes juridiques, des problèmes éthiques, des problèmes moraux peut-être pour chacune des personnes engagées. Oui, en fait, moi c'était l'envie que j'avais autour de ce numéro. En fait, l'idée m'est venue à la suite d'un colloque qui a eu lieu à Marseille au printemps 2016, un colloque à l'initiative du groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire, où j'ai découvert des archéologues très actifs dans ces nécropoles, ces cimetières qu'ils découvrent. Donc il y avait une écoute de ces archéologues, il y avait une ethnologue anthropologue, Marika Moïseyev, qui s'était intéressée aux troubles éventuellement psychologiques que pouvaient subir les archéologues, puisqu'ils se retrouvent, on ne fouille pas une tombe récente comme on peut fouiller une tombe médiévale. Oui, alors même si il y a une des archéologues interrogée à ce sujet dans un des numéros qui dit finalement au début j'avais des réticences et puis je suis tombé sur la boucle du ceinturon et c'était comme si c'était le numéro 20, j'ai fouillé du 19e comme si c'était le numéro 20. Oui. C'est une phrase extraordinaire. Voilà, cette phrase elle est effectivement très belle, mais de fait les archéologues se retrouvent en situation de fossoyeur de manière peut-être un peu plus concrète que lorsque le mort est plus ancien, et puis éventuellement aussi si c'est du plus récent encore, un peu dans le profanateur le profanateur, le voyeur. Il y a d'ailleurs un article très intéressant dans ce numéro d'un auteur qui explique qu'il fait l'archéologie d'une tombe sans jamais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Une petite fille qui est inhumée, mais finalement c'est l'archéologie de tout ce qui entoure la tombe et tous les documents qui permettent de savoir de ce dont il est question, mais la tombe elle-même, il n'est pas question de l'ouvrir légalement, et puis même éthiquement, ça poserait des problèmes, ce serait une forme de profanation, destruction, donc comment faire l'archéologie de quelque chose qu'on ne peut pas fouiller. Oui, c'était le questionnement de Bruno Berthera. Alors là, pour le coup, historien, mais en dialogue avec les archéologues depuis plusieurs années déjà. On voit bien quand on lit l'article que pour lui, la tombe de la petite Jeanne Moyau, c'est un peu la boîte noire.
Comme son projet est quand même un projet très particulier, j'en dis 2 mots. C'est en fait c'est un beau cadeau qu'il fait à la revue. Hein. C'est un article programmatique où il présente son projet de mémoire, d'habilitation à diriger les recherches. Et donc son objet, c'est de travailler sur une petite fille, mais à partir du moment où elle est morte. Et donc de commencer son étude à partir de la date de sa mort et de voir ce que devient son cadavre et ce que la mort fait à la société, à ceux qui l'entourent, etc. Et donc, effectivement, la tombe, à l'intérieur de cette réflexion sur le temps, qui est un temps très long et même un temps infini, la tombe, on voit bien que c'est un jalon très important pour lui. Et il se pose la question de se dire, voilà, cette tombe-là, elle est abandonnée, elle est à l'état d'abandon, donc peut-être qu'un jour elle sera reprise. Et il y a quelque chose qui est un peu voilà, entre les deux, c'est-à-dire cette envie peut-être de savoir s'il y a exhumation de la tombe, comment, dans quel état. Et une petite fille dont il a tous les rapports, il sait qu'elle a été embaumée d'une manière très particulière, elle a eu un embaumement tout à fait particulier. Donc je pense qu'il y a ce questionnement qui n'a pas forcément voie à être... il n'y a pas forcément de terme, mais voilà, cette question, elle est sous-jacente. Et sur ce rapport entre l'espace présent et puis cette couche du 19e siècle, c'est aussi très frappant dans l'article de Jean-Baptiste Coulibaly, puisque donc quand il y avait ces razzias en Pays Touzian, les villageois se réfugiaient dans des cachettes, et en fait il analyse, il identifie ces cachettes. Il y a des traces d'occupation, des jarres d'eau qui étaient placés, etc. Mais il est constamment confronté au fait que une partie de ces espaces sont devenus ou sont restés sacrés. Et donc il est constamment en négociation. Voilà. Donc c'est aussi, ça c'est vrai il y a un lien avec le présent qu'on voit pas si souvent finalement quand on pratique les archives du 19e siècle, aux archives nationales ou dans des archives départementales. Là, il y a quand même, entre cette couche du 19e siècle et nous, il y a quand même la couche du présent, du 20e siècle et du présent, et la manière dont s'empilent les choses, et où on est obligé quand même de travailler avec ça. Je pense que moi j'avais pas anticipé en fait cette dimension-là, et finalement elle ressort dans plusieurs articles, et c'est sans doute des choses qu'on pourrait... et c'est pas seulement des questions, j'y insiste un peu, mais ce sont pas seulement des questions de mémoire, c'est pas comme si se sédimenter la mémoire, c'est aussi, encore une fois, des questions de pratique qui peuvent se fixer dans des lieux pour des raisons précises, qui peuvent être chargées, comme le disait Stéphanie, de sacré, d'une histoire forte, mais aussi, oui, tout un tas de gestes, d'aménagements spatiaux qui vont avec. Et du coup, l'archéologie permet de saisir, ou permet parfois de saisir, ou d'essayer de saisir toute une série de choses que l'écrit ne permet pas à lui seul de saisir. Je vous propose d'écouter un court extrait d'un texte de Lucien Febvre, qui, dans ses combats pour l'histoire, défendait déjà cette idée. Un extrait donc lu par Jeanne Homme-Auvert. L'histoire se fait avec des documents écrits, sans doute, quand il y en a. Mais elle peut se faire, elle doit se faire, sans documents écrits s'il n'en existe point. Avec tout ce que l'ingéniosité de l'historien peut lui permettre d'utiliser pour fabriquer son miel, à défaut des fleurs usuelles. Donc avec des mots, des signes. Des paysages et des tuiles, des formes de champs et de mauvaises herbes, des éclipses de lune et des colliers d'attelage, des expertises de pierre par des géologues et des analyses d'épées en métal par des chimistes. D'un mot, avec tout ce qui, étant à l'homme, dépend de l'homme, sert à l'homme, exprime l'homme, signifie la présence, l'activité, les goûts et la façon d'être de l'homme. Toute une part, et la plus passionnante sans doute de notre travail d'historien, ne consiste-t-elle pas dans un effort constant pour faire parler les choses muettes, leur faire dire ce qu'elles ne disent pas d'elles-mêmes sur les hommes, sur les sociétés qui les ont produites, et constituer finalement entre elles ce vaste réseau de solidarité et d'entraide qui supplée à l'absence du document écrit? Faire parler les choses muettes. Alors là, on est bien dans une démarche qui peut être celle des archéologues, qui est aussi celle des historiens que vous avez essayé de rassembler. Le texte est très beau. Ce qui est intéressant, c'est que je me souviens d'avoir lu Florence Journeau et Gilles Bélan qui expliquaient que effectivement l'envie est ancienne d'élargir à la fois les territoires de l'historien, les types de documentation possibles. Donc, on va dire que là, il y a quelque chose, on va dire, d'ancien, il n'y a pas de nouveauté, mais ces fondateurs des annales, ces grands pionniers ont quand même rarement travaillé avec les objets. Marc Bloch peut-être plus que Lucien Febvre, parce voilà. qu'il s'intéressait quand même à la forme des champs, et il s'intéressait à l'histoire rurale, mais Lucien Febvre
avant tout rester effectivement dans le monde de l'imprimé du XVIe siècle. Donc c'est programmatique peut-être plus qu'autre chose. Voilà, c'est programmatique et j'avais retrouvé, mais peut-être que la référence avait déjà été également découverte ailleurs, un article de Maurice Agulon qui, le titre de l'article c'était Esquisse pour une archéologie de la République, l'allégorie civique féminine dans les annales de 1973. Et voilà, il en appelle véritablement à une archéologie de la République à partir, voilà, pas du tout de l'enfouis, hein, mais de la statuaire, des objets et de tout ce qui nous permet de comprendre un peu mieux aussi l'ancrage sentimental, parce qu'il y a une relation sentimentale aux lieux et aux objets que l'archéologie permet peut-être de saisir, permet de saisir de manière différente que le rapport au texte, que le rapport aux archives. Après, c'est vrai que je pense que pour le 19e siècle, il y a quand même la complexité que il faut avoir, basiquement, mais accès à ces espaces, que parfois y accéder, ça amène un peu à les détruire, à les chambouler, je pense à un cas tout bête. J'ai travaillé récemment sur des histoires d'ascenseurs dans Paris. C'est assez compliqué en fait d'accéder à un immeuble dans son entier, au sous-sol. Et là, c'est des systèmes je vais pas être long sur les ascenseurs, c'est promis, mais il y a de l'enfoui et du dehors. Mais il y a des ascenseurs qui fonctionnaient à air comprimé. On est fin 19e siècle. Voilà, moi je rêverais qu'une chose, c'est effectivement de défoncer le trottoir devant les immeubles que j'analysais, d'aller voir comment tout ça fonctionnait, etc. Et c'est pas des choses effectivement qui sont possibles souvent. Je dis ça parce qu'il y a comment dire, les formes du 19e restent en apparence pour accéder après au fonctionnement, aux détails techniques, même aux dispositifs techniques, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, souvent, ils ont été transformés, masqués. Oui, c'est ça, c'est l'espèce du 19e, c'est qu'il est encore là massif, il est massif et réadapté. Voilà. Et en plus, il y a même encore un autre risque que vous pointez à certains moments, qui est le risque de la nostalgie. Puisqu'étant très proche, finalement, ces objets on peut projeter sur une valeur sentimentale, un attachement, et on a peut-être une difficulté particulière à s'en saisir d'un point de vue savant. Oui, je pense qu'il y a le double encombrement, on va dire, dans ce travail-là. C'est qu'il y a une sorte d'évidence en fait. Voilà, vous disiez le 19e siècle est partout. On enregistre cette émission à Paris. Le 19e siècle est partout, c'est évident. Et en même temps, peut-être qu'il y est pas en fait. C'est-à-dire qu'on a encore des boîtes, des coques, des façades, mais tout le reste, a été finalement mis au goût du jour, mis au présent. Et que cette évidence fait que c'est pas si facile en fait de reconstruire, de retrier. Et paradoxalement, vous évoquiez au début qu'on avait conservé des sortes d'espaces, des sortes de capsules de temps 19e siècle. En fait, il y en a très peu. Quand on regarde, il y en a très très peu. On évoque dans l'introduction le musée à Moulins, là, qui a été depuis 1902 fermé. Voilà. Mais là, il a été restauré. Il a été très restauré. Et donc on perd évidemment plein d'informations, mais il y a très peu d'espaces en fait qui sont encore des espaces du 19e siècle avec des objets du 19e siècle. Donc il y a un encombrement dans l'évidence du 19e siècle. On en retrouve parfois, alors notamment lorsqu'on fouille les lieux pénitentiaires, on découvre des graffitis et il y a un surgissement de la trace. Je pense aussi au livre récent de Jacques-Olivier Boudon sur le plancher de Joachim, qui est très étonnant, où à l'intérieur des lattes d'un plancher, tout d'un coup, on retrouve des graffitis du menuisier de Charpentier qu'il avait tracé, un récit politisé, une identité vibrante qui s'exprime. C'est fascinant, mais c'est rarissime. Voilà, c'est vraiment rarissime. C'est quand même un cas absolument génial et exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il y a cet encombrement-là, et effectivement l'autre encombrement qui est le vintage, enfin le goût de ces objets anciens, 19e siècle, qui nettement aujourd'hui ont basculé du côté de l'histoire et en même temps sont assez présents dans nos intérieurs, dans les vides-greniers, dans nos familles, enfin. Mais c'est vrai qu'il y a du coup tout un monde, et si je peux en parler de comment on est venu à ces sujets, moi je sais que jeune, on va dire, j'étais très intéressé par toutes les machineries agricoles abandonnées, et on en trouve partout, dans toutes les campagnes, où on ne sait pas trop si on est 20e siècle, 19e siècle, si c'est du 19e siècle rebricolé au 20e siècle, c'est sans doute le cas. Et en même temps, on voit ces objets sont à la fois très importants, je pense, sur l'histoire du monde agricole, et sont aussi des objets de nostalgie absolue. C'est toutes ces charrues qu'on transforme
en support à pot de fleurs dans les résidences secondaires, Et sur voilà, les ronds-points. et sur les ronds-points. Donc on navigue dans tout cet univers-là assez compliqué. En même temps, c'est vrai que ce qu'apporte l'archéologie, je pense, par rapport à tout ça, c'est Stéphanie le disait, c'est que finalement, pour tout ce qui est enfoui notamment, les objets qu'on trouve, ils sont très décevants. Enfin, ils sont pas grand-chose, quoi. Et je comprends qu'on se pose la question, c'est-à-dire, il suffit d'aller sur un vide-grenier, on trouve des centaines d'objets du 19e siècle, et on va s'embêter à fouiller pour trouver des micro-morceaux de silex, une bouteille en verre, un bouton de vêtement, quelques tessons. Enfin, comment dire, la prise est parfois assez faible par rapport à ce qu'on pourrait penser. Mais on l'a dit tout à l'heure, ce qui est fort dans cette prise-là, c'est le lieu, les dispositions, les questions que ça pose. Et voilà, donc on est dans cette tension-là, en tout cas. Et puis je rajoute juste une chose, on l'a dit un tout petit peu dans le cas de Daniel Sawyers et puis aussi dans le cas de Jean-Baptiste Coulibaly, c'est aussi des méthodes, des démarches qui permettent d'écrire une histoire qu'on ne pourrait pas écrire parce que soit il n'y a pas de traces écrites, il y a un manque de documentation, d'archives traditionnelles, enfin, telles que nous, historiens et historiennes, les concevons, soit, c'est le deuxième cas de figure, qui peut aussi très bien exister pour le 19e, il y a pléthore d'archives, mais d'archives exogènes, c'est-à-dire écrits par d'autres. Écrit par des dominants. Écrits par des dominants, pour parler de dominés. Et l'archéologie, c'est aussi un des moyens utilisés, alors parfois de manière très militante, hein, l'article de Daniel Sawyers c'est extrêmement militant, on n'a pas l'habitude dans les articles français de lire ce ton, hein, il dit clairement qu'il fait des fouilles et il fait cette histoire-là pour parler de gens qu'on a méprisés et dédaignés, et puis pour s'intéresser et puis pour développer lui-même une praxis anticapitaliste et voilà. la réinventer. S'intéresser à ce que fait la résistance et la rébellion à l'espace, comment est-ce qu'on aménage un espace quand on est anticapitaliste, comment est-ce qu'on survit dans un monde qui nous oppresse, et il va effectivement chercher presque des solutions dans ce passé, qui exhume de manière archéologique. Et pour Jean-Baptiste Coulibaly, c'est la même chose, c'est-à-dire que ces razzias du 19e siècle, en dehors des entretiens menés par Jean Hébert pour essayer de recueillir une mémoire, mais par le prisme écrit de ce colon, comment faire? Et lui, sa méthode, c'est d'essayer de renouer un dialogue, de faire à nouveau des entretiens, d'essayer de repérer des lieux et puis d'aller sur place. Mais il faut le dire aussi, l'archéologie du 19e siècle peut être particulièrement décevante. Hein, dans le cas de Jean-Baptiste Coulibaly, il découvre des endroits qui ont probablement servi de refuge. Il a plusieurs indices qui lui laissent penser qu'il a bien trouvé le bon endroit, mais c'est inexploitable parce qu'il y a des ravinements, parce que les pluies ont embarqué la stratigraphie, et il a sur place, alors dans le site, le site est respecté, mais des objets qu'il ne va pas pouvoir faire parler, puisqu'on disait est-ce qu'on peut faire parler les objets, dans le cas de Jean-Baptiste Coulibaly, sa quête elle risque d'être compliquée. On voit énormément de pistes ouvertes et sans doute de recherches à mener. Est-ce que pour terminer, vous auriez tous les deux un conseil de lecture, pas nécessairement d'ailleurs sur l'archéologie du 19e siècle? Oui. Oui, parce qu'on a été prévenu en début d'émission. Non, non, je vais juste parler de ce que je suis en train de lire et qui a un lien avec des réflexions en cours. Les Brazzaville Noires de Georges Ballandier, puisque je travaille un peu sur le Congo en ce moment. Un ouvrage vraiment génial de quelqu'un d'hyper lucide qui est en situation coloniale, qui doit produire de la sociologie sur un espace urbain très particulier, hyper ségrégé, etc. Et qui arrive à avoir une liberté, une lucidité géniale. Et ce qui pointe à l'intérieur, et ça rejoint le numéro, et des questions qu'on se posait à l'instant, c'est aussi tous ces territoires où il y a des travaux archéologiques, à mon sens, très importants à mener, pour écrire une autre histoire avec d'autres sources que les archives coloniales. Et là, j'ai été très frappé à Brazzaville, par exemple, on peut retrouver des traces des tombes de chefs, ce que les colons appelaient les tombes de chefs, mais où on accumulait des objets occidentaux, par exemple. Donc on avait des tombes, et puis les tombes étaient couvertes d'objets occidentaux qui étaient brisés pour pas être volés, et puis
parce qu'ils servaient plus dans ce monde-là. Et là, on a comme ça des gisements documentaires, de pratiques. Enfin, et puis il y a toute l'archéologie pour le coup de ce que c'est qu'une ville ségrégée très fortement. Où on voit, une fois qu'on a lu les Brazzaville Noirs, on est en train de les relire, en fait, c'est des choses qu'on voit dans l'espace, des traces très fortes des pratiques sociales. Stéphanie ? La question est vraiment difficile. Peut-être parler d'actes de colloque, parce qu'en général, c'est pas des best-sellers. C'est pas des best-sellers, absolument. En 2019, sont parus les actes du colloque du GAF dont je parlais, qui a eu lieu en mai 2016, qui s'appelle « Rencontre autour de nos aïeux ». La mort de plus en plus proche. Et le livre est intéressant parce que ça pratique de manière plus large le dialogue qu'on a voulu un peu ouvrir dans la revue d'histoire du 19e siècle. Il y a des historiens, il y a des sociologues, des ethnologues, des anthropologues et beaucoup d'archéologues qui parlent essentiellement d'archéologie funéraire pour le 19e et 20e siècle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.